Le samedi 7 mars 1998, à Lille, un couple de notables vient signaler la disparition de leur fille. Caroline, âgée de 24 ans, vient d'être enlevée. Ils apprennent purement et simplement par un appel téléphonique que leur fille a été enlevée. On va reprendre contact avec eux pour les besoins de paiement d'une rançon. Ils sont anéantis quand ils arrivent chez nous. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils tombent de haut, quoi. Le ravisseur est formel. Caroline sera libérée contre la somme d'1 million de francs. La France s'interdit absolument de payer quoi que ce soit pour retrouver une victime. On négocie jusqu'au bout. Et on ne donne jamais quitus au kidnappeur. Ça présente un risque, mais ça s'est révélé payant sur les grosses affaires des années 70. Rapidement, les indices réunis mènent les policiers français en Belgique. Il est très fréquent d'avoir des affaires qui jouent à saute-mouton par-dessus la frontière. Ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire, c'est la manière dont vont opérer les policiers belges. La collaboration, elle est vraiment immédiate, elle est innée, elle est naturelle. Nuit et jour, les enquêteurs français et belges vont travailler sans relâche en multipliant les investigations. La PJ de Lille est une grosse machine. On a des groupes d'enquête qui sont aguerris à ce genre d'affaires. On peut comparer ça à une espèce de bulldozer. Quand ça se met en route, la PJ, ça marche très fort. L'enjeu est de taille. C'est résoudre une affaire criminelle, mais c'est surtout sauver une personne humaine. Donc avec les collègues belges, on part sur ce principe, ça passe ou ça casse. Pour élucider la disparition de Caroline Le Gentil, les enquêteurs vont se lancer dans une véritable course contre la montre. Samedi 7 mars 1998 à la police judiciaire de Lille. Il est près de 17h quand le commissaire Joël Speck rentre d'intervention. Cet après-midi-là, avec mon adjoint, on a une vérification de routine à faire sur une affaire de banditisme. Et à l'issue de cette vérification, on repasse au siège de la PJ. Et là, on voit que tous les bureaux de la permanence sont occupés. Bon, et on se renseigne, bien sûr. On va voir notre collègue Paul-Hélène Girard, qui était la responsable de la permanence. La policière explique au commissaire que l'équipe est sur le qui-vive. Quelques minutes plus tôt, Georges et Marie-Martine Le Gentil sont venus signaler la disparition de leur fille Caroline. Cette jeune femme âgée de 24 ans semble s'être volatilisée depuis 48 heures. Ils n'ont pas eu de nouvelles de Caroline, elle ne répond plus aux appels. Et déjà, quelque chose leur dit que il se passe quelque chose de pas très très clair. Et surtout, un appel téléphonique reçu quelques heures plus tôt leur fait craindre le pire. Ils apprennent purement et simplement par un appel téléphonique que leur fille a été enlevée et qu'on va reprendre contact avec eux pour les besoins de paiement d'une rançon. Voilà. Et ils ne savent rien d'autre. Ce qui est encore plus inquiétant. Ils sont anéantis quand ils arrivent chez nous et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, quoi. Ils tombent de haut, quoi. Où est Caroline Le Gentil? Ses jours sont-ils en danger? Les policiers le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour la police judiciaire de Lille, le compte à rebours est lancé. Samedi 7 mars 1998, jour 1, première heure d'enquête. Il est près de 18h. Pour Joël Speck, l'urgence est de recueillir le plus rapidement possible un maximum d'éléments sur Caroline Le Gentil. Caroline est étudiante en droit à la faculté de Lille. Elle a un petit appartement au centre de Lille, dans le Vieux-Lille. Et Caroline aime la vie. C'est-à-dire qu'elle aime sortir, qu'elle aime s'amuser, qu'elle a toujours beaucoup d'humour. C'est une personnalité excessivement attachante. Caroline Le Gentil, qui est une fille qui porte bien son nom, qui est très sympa, reconnue comme amicale par tout le monde. Les enquêteurs s'intéressent également aux parents de Caroline. Qui sont-ils? Pourraient-ils être visés à travers la disparition de leur fille? Georges Le Gentil est notaire à Douai. C'est une famille honorablement connue du Nord. Il exerce sa profession sans le moindre problème. Son épouse ne travaille pas, elle est mère au foyer. C'est un couple sans histoire.
C'est des gens qui ont une surface financière assez aisée, sans être richissimes. Bon, ça semble disproportionné, quoi. C'est ça qui nous chiffonne un peu. Joël Speck demande à ce que le téléphone de la famille soit placé sur écoute. Le ou les ravisseurs pourraient bien se manifester à nouveau. Les écoutes téléphoniques ont un double but, c'est d'entendre en direct et d'enregistrer les conversations qui vont arriver, donc de les réécouter à volonté pour essayer de déceler des indices, et aussi de remonter les appels. Les policiers lillois en sont persuadés. L'affaire est sérieuse et s'annonce compliquée. Jour 1, 4e heure d'enquête. Centre-ville de Lille, il est 21h. Pour tenter d'obtenir des informations concernant Caroline Legenty, le commissaire décide de se rendre dans le quartier préféré de la disparue, le quartier Masséna. Avec mon collègue Bob, on va faire les établissements qu'elle est susceptible de fréquenter. Dans 3 établissements, on présente la photo. Tout de suite, les patrons, les serveurs, ça leur dit quelque chose. Et même l'un dit, bah oui, c'est Caroline, son prénom, elle vient avec des amis, c'est la fille d'un notaire. Bon, le seul petit bémol, c'est que à chaque fois, ils disent mais. Alors, forcément, mais quoi ? Ah ben ouais, elle fréquente l'Hemingway. L'Hemingway est un pub qui se trouve dans le prolongement des bars de nuit de la rue Solferino, sur la place Sébastopol. Ce n'est pas du tout un bar connu pour être, comme on le dit quelquefois, bistrot de voyous. Absolument pas. C'est un bar simple qui faisait, je crois, des soirées à thème, qui faisait quelques animations, mais qui était fréquenté normalement. Mais les patrons de l'Hemingway n'ont pas de très bonne réputation. Ils ne sont pas dans le cercle des tenanciers, je dirais, honorables de Lille. Les 3 témoins, entre guillemets, qui nous parlent de l'Hemingway, apparemment ont eu des échos sur la personnalité des exploitants. Mauvaise réputation, mais sans plus, quoi. Les 2 enquêteurs décident de suivre cette piste et se rendent immédiatement à l'Hemingway. On constate que l'établissement est fermé, qu'il y a des logements au-dessus de l'Hemingway, mais il n'y a pas de lumière. On apprend que les 2 exploitants ont fermé l'établissement depuis quelques mois. C'est une fermeture volontaire de leur part pour des difficultés de paiement, comme ça arrive à tout commerçant. Il n'y a rien de spécialement inquiétant. Au terme de cette première journée d'investigation, les policiers n'ont aucun élément leur permettant de remonter jusqu'à Caroline Legenty. Les recherches reprendront dès le lendemain à la 1re heure. Dimanche 8 mars 1998, jour 2, 15e heure d'enquête. Dès le début de la matinée, une information judiciaire est ouverte par le parquet de Lille. Plus de 60 policiers sont affectés à l'affaire. Les enquêteurs lillois, bien sûr, mais aussi leurs collègues parisiens de l'Office central pour la répression du banditisme, venus en renfort. Et dans le cadre des demandes d'enlèvement, c'est assez classique d'alerter la direction et d'avoir un renfort de l'Office central parce que ces affaires mettent en jeu toujours énormément de personnel. Donc on a à la fois la compétence de l'Office central et le nombre qui vient nous appuyer. La police belge est également sollicitée. Vu la proximité géographique entre Lille et la Belgique, il est fréquent qu'une affaire qui commence en France puisse avoir des ramifications de l'autre côté de la frontière. Étant SRPJ frontalier, il est très fréquent d'avoir des affaires qui jouent à saute-mouton par-dessus la frontière. Pour s'assurer de la coopération belge, Joël Speck prend contact avec Éric Clavy, à la PJ de Bruxelles. J'avais d'excellents contacts avec le commissaire Joël Speck de la PJ de Lille. Donc, bien entendu, lorsqu'il m'a parlé de cette affaire d'enlèvement, j'ai dit « Ok, Joël, tu peux compter sur moi. Je vais traiter ta demande comme si c'était un de nos dossiers. » La collaboration, elle est vraiment immédiate, elle est innée, elle est naturelle. En parallèle, l'appartement de Caroline est fouillé par une équipe de l'identité judiciaire. L'objectif, trouver un indice qui leur permettrait d'expliquer cet enlèvement. On découvre aucun courrier, il n'y a pas de désordre. A priori, il ne s'est rien passé dans cet appartement, quoi. Elle semble avoir quitté les lieux sans être sous la contrainte. Tout est parfaitement normal.
toutes les choses sont à leur place. Bref, il n'y a strictement rien qui puisse leur donner un commencement d'explication. C'est alors que Georges Legentil prend contact avec la PJ. Il explique qu'à 3 reprises, le téléphone du domicile familial a sonné. À chaque fois, personne au bout du fil. Pour les enquêteurs lillois, seul le ravisseur de Caroline peut être derrière ces appels. Un plan est donc mis immédiatement en place pour faire face à une demande de rançon. La première urgence est de déterminer quel sera le policier qui en sera le porteur. Ce porteur de rançon, il doit être réactif, il doit avoir un grand sang-froid, il doit connaître la technique et il doit, tout en respectant les données du délinquant qui lui intime l'ordre d'aller à tel ou tel endroit, il doit aussi pouvoir s'assurer que le dispositif reste autour de lui. Donc une candidature nous retient notre attention, c'est celle de Jean-Luc, un ancien collègue qui avait travaillé à la direction de surveillance du territoire, collègue très efficace dans son travail de BRI, donc le choix se fait naturellement. Quand je me porte volontaire, je ne sais pas quelle va être la suite. Je suis volontaire pour jouer le rôle du porteur de rançon, mais on ne connaît pas le scénario. Je pense que je peux jouer ce rôle, en fait. Un important dispositif est mis en place. Un sac de faux billets est préparé. À l'intérieur, un émetteur est placé pour pouvoir le localiser. La France s'interdit absolument de payer quoi que ce soit pour retrouver une victime. On l'a déjà vu dans plusieurs affaires célèbres, on négocie jusqu'au bout. Mais on ne donne jamais quitus au kidnappeur, ce serait ouvrir la porte à d'autres faits de même nature. Et ça présente un risque, mais ça s'est révélé payant sur les grosses affaires des années 70. Dès qu'on interpelle un suspect, les enquêteurs de l'époque ont réussi à les faire parler et à délivrer les personnes séquestrées. Ne manque désormais plus que les instructions des ravisseurs pour passer à l'action. C'est toujours les moments d'inquiétude parce que plus le temps passe et plus on estime qu'il y a de risques pour la personne enlevée. On est obligé d'attendre leurs consignes et de les suivre. C'est une phase de travail qui est courante chez nous. On attend toujours le bon moment pour intervenir. Donc, on se prépare, on est concentré sur sa mission et voilà. Jour 3, 39e heure d'enquête. PJ de Lille, il est 8h du matin. En attendant que le ou les ravisseurs se manifestent à nouveau, les investigations se poursuivent. Les vérifications sont faites notamment sur les patrons du bar de l'Hemingway, ce bar que fréquentait Caroline. Alors, ils s'appellent Jérôme Lucas, 27 ans, et Sébastien Chauderlot, 23 ans. Tous les deux ont acquis ce bar il y a quelques années, mais l'Hemingway, depuis 4 mois, est fermé parce qu'en fait, ils sont en difficulté financière. Les deux demi-frères ne sont pas des délinquants d'habitude, même si, effectivement, les policiers notent que les deux ont un casier judiciaire. Jérôme a fait l'objet d'une procédure pour port d'armes prohibée. Sébastien est connu pour des escroqueries commises chez des notaires. Entre l'escroquerie et la demande de rançon, il y a un monde. C'est pas le même banditisme, c'est pas apparemment pas le même milieu. C'est pas suffisant pour nous pour directement les soupçonner au premier niveau. Au même instant, à 12h53, les services de la PJ interceptent un appel reçu sur le téléphone du domicile des Legentil. Au bout du fil, le ravisseur. Alors, avec un mauvais accent arabe, l'homme indique, je cite, « Votre fille est en excellente santé. Il n'y a aucun problème. Il n'y a que vous qui pouvez la libérer. Vous réunissez le maximum. Et le maximum, c'est 1 million de francs. » C'est une somme que je qualifierais de confortable, mais c'est pas énorme. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on a des doutes sur la capacité des rançonneurs. Ça nous semble étonnant. Si c'est le grand banditisme qui est derrière, on s'attend à une somme plus importante encore. Là, la relative somme demandée nous rend sceptiques sur qui est derrière cet enlèvement. L'heure tourne et les espoirs de retrouver Caroline s'amenuisent. C'est alors qu'un nouvel élément va bouleverser les investigations et faire monter d'un cran la pression. Mardi 10 mars 1998, jour 4, 65e heure d'enquête.
Il est 10 heures. À la PJ de Lille, les enquêteurs sont prévenus de la réception d'une lettre glaçante au domicile des Legenti. Le courrier est manuscrit, et ce courrier reconfirme la rançon de 1 million de francs. Il y a la carte d'identité de Caroline et il y a une photo de la famille du foyer des Legenti. L'enveloppe recèle également 2 clichés photographiques qui vont plonger la famille de Caroline dans l'effroi. Il y a 2 photos Polaroid de Caroline qui est bâillonnée et qui a les jambes enrubannées d'un scotch excessivement puissant. Elle ne peut plus bouger. Elle est vivante, mais elle est debout devant un drap blanc qui ne permet pas d'identifier le lieu où les photos ont été prises. On ne peut pas dire avec ces photos qu'elle a été blessée ou pas. Elle semble en bon état physique. C'est un moyen de pression sur les parents. Les photos sont quand même révélatrices de ce que peut subir ou pourrait subir Caroline. Voir Caroline comme cela et ne pas savoir où elle est, si elle est toujours vivante, s'ils vont pouvoir la revoir, c'est véritablement un stress incommensurable. Incommensurable. Aucune trace n'est laissée par les ravisseurs sur ce courrier. L'enveloppe a été fermée après avoir été imbibée par une éponge d'eau. Et même chose avec le timbre. Tout a été préparé avec un luxe de détails très impressionnant. J'allais dire professionnel. Ça démontre un professionnalisme certain, comme savent le faire les gens du grand banditisme qui commettent ce genre d'action. Alors que les Legenti viennent de recevoir ce courrier, leur téléphone sonne à nouveau. À l'autre bout du fil, le ravisseur donne enfin ses conditions pour libérer Caroline et exige à nouveau le versement de la somme d'1 million de francs. C'est pas une voix tremblante. Et c'est ce qu'il fait. Georges Legenti, qui essaie de gagner du temps en fait, explique au ravisseur qu'il ne va pas pouvoir lui-même remettre la rançon. Il n'est pas en état physique, moral. Enfin, voilà, il est à bout cet homme. Il propose donc que ce soit un ami de la famille qui s'en charge. Le père de famille a ensuite une ultime requête, parler à sa fille. Georges Legenti supplie le ravisseur de lui passer sa fille Caroline, mais ce dernier refuse catégoriquement. Ça crée le doute, parce qu'il aurait été relativement simple pour les rançonneurs de passer le téléphone à Caroline Legenti, de lui faire prononcer 3 mots et de raccrocher. Et là, en fait, il n'y a aucune trace de vie. Malgré les supplications de Georges Legenti, le ravisseur ne cède pas et raccroche, sans donner plus d'informations. Vendredi 13 mars 1998, jour 7, 137e heure d'enquête. Voilà plus d'une semaine que Caroline Legenti a disparu. Il est 8h21 lorsque le ravisseur contacte à nouveau sa famille. Cette fois, il donne un lieu de rendez-vous. L'échange se fera à Tournai, en Belgique. Une ville qui se situe à une quinzaine de kilomètres de la frontière. Je dois me rendre dans un établissement, bar-restaurant. En face de la gare de Tournai, où là, un message téléphoné a été laissé et sera communiqué au porteur de la rançon. Jean-Luc Lévesque se rend immédiatement sur place. 30 km séparent l'île de Tournai. À son arrivée, le policier entre dans le café indiqué par le ravisseur. Donc je m'assois à une table comme un client et un membre du personnel, logiquement, vient me demander ce que je souhaite consommer. Et là, je lui dis, je suis monsieur Legenti. Ah, il me dit, oui, on a un message pour vous, on a reçu un message vous concernant. Rendez-vous à la gare du Midi à Bruxelles et au comptoir de l'agence Avis. L'enquêteur infiltré se plie aux demandes des ravisseurs. Je me rends au guichet de l'agence Avis et je m'adresse à la personne qui est derrière le comptoir et je lui dis voilà, je suis monsieur Legenti. Et la personne me dit nous avons reçu un message vous concernant. Vous devez vous rendre au garage sur la place qui est devant la gare. Quelques secondes plus tard, le téléphone sonne.
Le responsable de l'agence décroche et me dit « c'est pour vous ». Donc je prends le téléphone et là j'ai une voix masculine qui me dit « vous êtes Monsieur Le Gentil ». Alors je lui dis « non, je suis un de ses amis. Monsieur Le Gentil n'est pas en état de venir. Il m'a demandé de lui rendre ce service. De grâce, ne lui faites pas de mal ». À cette phrase, le ravisseur raccroche sans donner plus d'informations. Et là commence une attente. On va demander à Jean-Luc de rester aux abords pour qu'il puisse être abordé par quelqu'un, de se montrer à l'extérieur. Et là, j'attends, je fais les 100 pas, on va dire, avec le sac bien en évidence, sac traîné sur des roulettes. Et nous, on est cette centaine de fonctionnaires, on est disséminés, mais de façon assez large, de façon à pouvoir intervenir s'il y a un contact. Notre intention étant d'interpeller à ce moment-là le contact. Plusieurs heures durant, Jean-Luc Lévesque attend, en vain. À 19h, faute de nouvelles des ravisseurs, le dispositif est levé. On ne peut pas laisser Jean-Luc comme ça dans la nature, donc on décide d'interrompre. Je fais le chemin inverse. Je retourne à la gare, je reprends un billet de train et je fais le parcours autour jusqu'à la gare de Lille. C'est à la fois un peu frustrant parce qu'on se dit qu'on va recommencer, qu'il va y avoir un autre jet de piste. Si les policiers acceptent l'échec de cette remise de rançon, la désillusion est immense pour la famille de Caroline. Ils sont dans un état indescriptible. Leur calvaire dure déjà depuis plusieurs jours. Ils sont extrêmement fragilisés, ils sont dans une détresse morale. Inutile de vous dire que là encore, le stress qui existe déjà depuis des jours et des nuits, et des jours et des nuits, et des jours et des nuits, le stress est encore renforcé. Car il y a chou blanc. Et on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait toujours pas. On ne vit plus. Les secondes paraissent des heures. Les policiers, eux, ne perdent pas espoir et se concentrent sur leur objectif, libérer Caroline. Et un élément les rend plutôt confiants. En fait, il y a rarement rupture dans les négociations, parce que le but de l'auteur du rap, c'est quand même d'obtenir la rançon. Quel que soit le moyen, son but, c'est d'obtenir les fonds. Alors que l'attente est insoutenable pour les policiers, en Belgique, Éric Clavy tente de localiser les appels passés par le ravisseur. Pour cela, il fait appel à Belgacom, l'opérateur téléphonique belge. Je me rends auprès de Belgacom, je leur explique la situation, ils me disent « il n'y a pas de souci, on peut faire ça en direct ». Pour la petite anecdote, j'ai le souvenir que chez Belgacom, ils m'ont dit « vous devez faire ça avec une mention urgent ou très urgent et ça va coûter 5 fois le prix ». Mais il y avait quand même la vie d'une fille en jeu, donc c'était un peu la course contre la montre. Maintenant qu'une partie des investigations est menée en Belgique, une enquête est également ouverte par un juge d'instruction belge. Conséquence positive, ça va donner plus de moyens encore, plus d'hommes, puisque la police belge va être encore plus impliquée qu'elle ne l'était déjà. Mais en même temps, ce nouveau volet de l'affaire va poser un problème de taille. En matière d'enlèvement, Belges et Français ont des façons de gérer diamétralement opposées. En gros, en Belgique, la priorité c'est l'otage et donc on verse la rançon. En France, on s'y refuse. Le juge d'instruction français se rend en toute urgence à Bruxelles. Là, c'est un peu une réunion au sommet et à l'issue de cet entretien avec les autorités judiciaires belges, il est décidé que c'est la pratique française qui va être adoptée, mais à une condition. Notre magistrat instructeur, avec l'aval de la chancellerie, du garde des Sceaux, il se propose de décharger les Belges de toute responsabilité. Belges et Français peuvent désormais collaborer pleinement. Un seul objectif pour ces policiers aguerris, retrouver Caroline Le Gentil le plus rapidement possible. Jour 8, 166e heure d'enquête. Il est aux alentours de 15h quand l'acharnement d'Éric Clavy pour localiser les appels passés par le ravisseur finit par donner des résultats. Je me suis rendu à plusieurs reprises dans les bureaux de Belgacom où ils avaient l'appareillage technique pour remonter les appels. Je dis, c'est pas parce que c'est un samedi ou un week-end qu'il faut rester à la maison. Je dis, il faut travailler, il faut faire quelque chose. Et alors, effectivement, ils ont très très bien travaillé. Les remontées d'appels sont précises et on s'aperçoit qu'elles émanent de cabines téléphoniques de Charleroi. Il y a 2 ou 3 appels qui, effectivement, proviennent de Charleroi et de cabines téléphoniques.
Ces cabines téléphoniques sont toutes les trois implantées dans le centre de la commune belge. Lorsqu'on voit qu'il y a des appels qui émanent des cabines téléphoniques de Charleroi, plusieurs appels, on se dit voilà, c'est à Charleroi que ça va se passer. Ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire, c'est la manière dont vont opérer les policiers belges. Ils vont déjà identifier toutes les cabines téléphoniques de Charleroi. Un dispositif hors du commun est alors mis en place pour surveiller ces cabines téléphoniques. Il y a une centaine de cabines à Charleroi. Elles vont toutes être surveillées par des policiers belges et également certains policiers français. C'est assez extraordinaire, c'est quand même à noter. On s'est dit, s'il appelle d'une cabine du côté de Charleroi, on le sait en général entre la fin d'appel et la localisation, il se passe à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et on se dit, si on arrive à le faire rappeler, peut-être qu'il n'ira pas forcément très très loin. Donc avec les collègues belges, on part sur ce principe, ça passe ou ça casse. Le piège est tendu. Reste à attendre une fois encore que les ravisseurs passent un coup de fil, en espérant que ce soit depuis Charleroi. Et la chance va finir par sourire aux enquêteurs. Lundi 16 mars 1998, jour 10, 209e heure d'enquête. Il est 10 heures, alors que cela fait 3 jours que les cabines téléphoniques situées à Charleroi sont scrutées par les policiers. À 120 km de là, à Lille, Georges Legentil reçoit un appel téléphonique. Volontairement, on va demander à maître Georges Legentil de ne pas répondre, de laisser sa fille aînée répondre pour dire « Ah ben, mon père n'est pas là, est-ce que vous pouvez rappeler ?» Monsieur Legentil, qui est remplacé par sa fille, fait passer un message en disant il faut rappeler vers 13h. Et là, le piège est bien tendu. Dans même pas les minutes qui suivent, on remonte l'appel. Le numéro au départ d'une cabine téléphonique rue du Grand Central à Charleroi, tout près d'une friterie fort fréquentée et très bien connue, là, chez Robert Lafrite, qui s'est ouvert 24 heures sur 24. La cabine est la même que celle utilisée le samedi précédent. Tous les enquêteurs se posent alors la même question. Le ravisseur va-t-il commettre l'erreur d'utiliser une fois encore le même téléphone public ? Jour 10, 211e heure d'enquête. Un peu moins de 3 heures plus tard, à 12h56 très précisément, les investigations basculent et le piège se referme. Une personne se présente dans une cabine téléphonique, commence un appel, et là, on a, nous, à la radio, on nous dit « appel entrant ». Les collègues auprès de la famille Legentil nous disent il y a un appel téléphonique, c'est l'auteur qui demande la rançon. On signale ça immédiatement à toutes les équipes en place. Et lorsque la personne raccroche, on dit fin d'appel. Et donc, on comprend bien qu'il y a une parfaite adéquation entre... et on interpelle la personne en sortie de cabine téléphonique. Alors l'homme est rapidement identifié comme étant Jérôme Lucas. Et, aux surprises, c'est l'un des 2 patrons de l'Hemingway. L'Hemingway, c'est ce pub de la place Sébastopol à Lille qui avait intéressé les enquêteurs dès le début de leurs investigations. Jérôme Lucas est placé en garde à vue et emmené dans les locaux de la police fédérale à Bruxelles. La nouvelle de cette arrestation est immédiatement transmise à la famille de Caroline Legentil. Et alors là, le père, il reprend espoir. Il dit, ça y est, ils se sont arrêtés, je vais revoir ma fille. Voilà, un immense soulagement, quoi. On sent ce monsieur libéré. C'est une bonne nouvelle, puisque on arrête le rançonneur. Bon. Mais il faut encore l'interroger, savoir ce qu'il en est, notamment de Caroline. C'est la première question qui vient à l'esprit. Bon, on l'a, dites-nous maintenant, où est Caroline ? Pour les enquêteurs, il est clair que Jérôme Lucas a un complice. C'est quand même difficile de faire un enlèvement seul. Donc en fait, s'il est seul et s'il est dans la cabine téléphonique, ça veut dire qu'il ne sait pas surveiller ou garder l'otage. Et c'est prendre beaucoup de risques, c'est quasiment pas possible. On sait par l'enquête préliminaire qu'il était très en lien avec son co-gérant de l'Hemingway, Sébastien Choderlos. Donc à ce moment-là, il est nécessaire d'aller interpeller et entendre Sébastien Choderlos, ne serait-ce qu'en tant que témoin privilégié. Reste donc à interpeller Sébastien Choderlos.
Une équipe se rend au domicile de sa mère, à Avesnes-sur-Helpe, chez laquelle le jeune homme réside habituellement. On l'interpelle, on le maîtrise, on le menotte. Le but, c'est de faire le transfert le plus vite possible parce que ça compte dans le délai de garde à vue, forcément, et de le ramener au plus tôt afin qu'il soit auditionné. Sébastien Chauderlot est conduit dans les locaux de la PJ de Lille pour y être entendu. Mais l'homme refuse d'en dire plus et se mure dans le silence. Il est parfois souriant, parfois ironique, voire cynique, en disant « mais comment, pourquoi, je ne comprends pas de quoi vous me parlez ». On peut dire qu'il nous prend pour des imbéciles. Les enquêteurs lillois ne le savent pas, mais à Bruxelles, l'audition de Jérôme Lucas pourrait bien accélérer le cours des événements. Jour 10, 215e heure d'enquête. Il est aux alentours de 16h, dans les locaux de la police fédérale de Bruxelles, quand débute la première audition de Jérôme Lucas. Romuald Muller et Eric Clavy sont à la manœuvre. L'audition d'un criminel, c'est quelque chose de très très particulier et déjà quand on est sur une affaire de meurtre, mais quand on est sur une affaire d'enlèvement, disparition, c'est encore plus compliqué. Parce que justement, c'est lui qui a les cartes en main, il ne faut pas heurter, il faut y aller très progressivement avec comme seule ligne de conduite, d'abord retrouver la victime. Dans un premier temps, le jeune homme reconnaît avoir participé à l'enlèvement de Caroline Legentil, mais il prétend n'être qu'un exécutant. Dès le départ, Jérôme Lucas dit Caroline, je ne sais pas où elle est. Il s'est de suite fait passer pour quelqu'un qui passait un appel pour quelqu'un d'autre. Pour une personne qu'il ne connaît pas, sauf sous le prénom de Malik, qu'il a rencontré à Lille, qu'il a rencontré à Bruxelles et qui lui a dit, voilà, si tu as besoin d'argent, tu cherches du travail, tu vas faire ça avec moi, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci et tu auras de l'argent. On est assez conscient que ça ne tient pas vraiment la route et ça lui est dit, ça lui est dit et redit évidemment. Il faut bien vous dire qu'on n'a pas grand-chose pour aller contre ces déclarations. Il faut après faire ces vérifications, ça prend quelques heures, faire les vérifications sur ce contact présumé que les Belges établiront qu'il n'existe pas. La première audition du suspect s'arrête, mais les enquêteurs sont bien déterminés à ne rien lâcher. Les prochaines heures s'annoncent décisives pour la suite des investigations. Jour 10, 218e heure d'enquête. Il est 19h quand Jérôme Lucas est réentendu. Le suspect semble alors plus fragile face aux questions des policiers. On peut imaginer que la garde à vue à la PJ, avec des policiers chevronnés, qui doivent mettre une pression monumentale, tout ça va faire que il va rapidement se mettre à table. Il était vraiment bombardé de questions. Et puis, à un certain moment, il nous dresse un plan. C'est le plan d'un endroit avec lequel il avait été avec Malik, où il voulait attacher Caroline Legentil à un arbre. Et alors là, on lui fait remarquer, Caroline Legentil attachée, c'est pas crédible ce que tu dis. Il dit si, il nous dresse bien le plan, avec le petit pont et le château, l'entrée du château, le vieux château. Et puis par la suite, il nous parle quand même qu'il y a un trou qui a été creusé par Malik. Est-ce qu'on va retrouver effectivement la personne à l'endroit qu'il a indiqué? Est-ce que c'est pas une fausse piste pour gagner du temps? Donc il faut rester dans une sorte de statu quo, surtout pas venir contrarier à ce moment-là, prendre les informations et aller les vérifier au plus vite. Dès qu'on est en possession de ce plan, on en fait une photocopie, on l'envoie par fax. Et sur base du plan, du croquis dressé par Malik, les collègues de la PJ de Lille et notre collègue qui était fonctionnaire de liaison là-bas se rendent sur place. Les équipes de Lille rejoignent à toute allure un petit bois près de la commune de Fournes-en-Wep, le long de la nationale 41, entre la Bassée et Lille. La topographie se prête à des recherches et les premiers collègues intervenants rentrent dans ce sous-bois et là constatent qu'à un endroit qui semble correspondre au plan, de la terre a été remuée, fraîchement remuée. Donc on est avisé, on leur demande d'attendre. Effectivement, on se rend compte que la terre a été remuée fraîchement et sommairement recouverte avec des branchages. On donne l'ordre de commencer à creuser. Et il ne faudra pas aller bien loin, peut-être 1 mètre sans doute, pour découvrir le linceul de Caroline. À environ 80 cm de profondeur,
Un drap blanc enveloppe le corps de Caroline. Le temps de quelques secondes. Le monde se fige. Il y a un silence de mort, vraiment quand le corps est exhumé. Nous sommes corrompus à ça, mais c'est quand même toujours difficile. On a beau être professionnel, la découverte d'un corps est l'image qui, très longtemps après, reste dans la mémoire. Moi, personnellement, je suis dévasté. C'est indescriptible. Parce qu'on y a cru, quoi. Ça faisait partie des hypothèses. Donc on la retrouve vivante. De voir cette jeune fille enterrée comme ça dans cette forêt, au milieu des ténèbres, c'est vraiment une scène d'une intensité très forte. Pour les policiers, cette découverte est une terrible désillusion. Quand on retrouve un cadavre après un enlèvement, il y a ce sentiment ambivalent. On a les auteurs, ils vont être traduits en justice, ils vont répondre de leurs actes, mais on ne ramènera pas la victime à ses parents. Le drame est là, et c'est définitif. Il n'y a pas de moyen de réparer. Mais ils voudront tout de même, bien évidemment, savoir ce qui s'est passé. Comment est-elle morte? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tout cela, bien sûr, c'est un nouveau questionnement. Mardi 17 mars 1998, jour 11, 233e heure d'enquête. Il est 10 heures. À Bruxelles et à Lille, la priorité est désormais de comprendre dans quelles circonstances Caroline Legenty a été enlevée et comment elle a été tuée. Face aux éléments qui les accablent, les deux suspects passent aux aveux. Ils vont reconnaître un peu l'indicible. Ils vont reconnaître que la pauvre Caroline, elle est tombée dans un traquenard, dans un guet-apens. Ce jeudi 5 mars 1998, Caroline rejoint Jérôme Lucas à Hemingway. Le jeune homme l'a en effet invité à venir voir l'avancée des travaux de son bar. On pense que Caroline aurait eu une relation avec Jérôme Lucas. Et lorsqu'il lui propose un rendez-vous, elle pense, on peut en tout cas le présumer, que c'est sympa, qu'il a envie de la revoir et que, après tout, pourquoi pas. Et donc, Caroline est venue, je pense même avec plaisir, pour revoir Jérôme. Ce qu'elle n'imaginait pas une seule seconde, c'est que ce rendez-vous était un rendez-vous avec la mort. À 14 heures, lorsque la jeune femme franchit la porte du bar, elle est tout de suite neutralisée par les deux hommes qui l'emmènent dans un studio situé à l'étage. Jérôme Lucas dit à Caroline Legenty, on va demander de l'argent à ton papa, en l'occurrence 50 000 francs. Il propose à Caroline Legenty de se laisser attacher les mains, donc il lui attache les mains, puis il la met par terre, il dit on va faire plus vrai, on va attacher tes jambes. On va lui dire ne t'inquiète pas, on voudrait avoir 50 000 francs de la part de ton père, on va faire croire un enlèvement, ne t'inquiète pas. Là, il s'empare de la carte bleue de Caroline, il lui extorque son code, et pendant que la malheureuse reste sous la surveillance de Jérôme Lucas, Sébastien Chauderlot s'empresse d'aller faire usage de la carte bleue. Il va retirer pour 1800 francs, et puis il va faire quelques emplettes au supermarché du coin, notamment un drap blanc et un Polaroid. Ils prennent les photos avec le Polaroid qui a été acheté avec l'argent de Caroline Legenty. Et dès qu'ils ont fini d'avoir les éléments permettant donc d'accréditer qu'ils détiennent Caroline Legenty et poursuivre la demande de rançon, ils la tuent. Ils s'y sont mis à deux pour l'étrangler, chacun d'un côté, tirant sur un torchon. L'étranglement va être tellement fort que les vertèbres cervicales vont être cassées. Le corps va être mis dans une sorte de boyau sur le côté de l'immeuble de Hemingway, au milieu de sacs poubelles. Dans le courant de l'après-midi, il retourne dans la forêt près de la Bassée pour agrandir un trou creusé 8 jours auparavant.
Ils font un stop dans un magasin de bricolage pour y acheter de l'acide chlorhydrique. Ils finissent par revenir à l'Hemingway, attendre que la nuit tombe. À ce moment-là, transporter Caroline Le Gentil dans le coffre de leur voiture et aller à Fournanouet pour l'enterrer et l'asperger d'acide pour essayer d'effacer toute trace, notamment leurs traces. Ils ont quitté les lieux, ils sont allés nettoyer la voiture dans un éléphant bleu. Ils sont ensuite allés au Versailles, à Lille, donc dans un bar, où ils ont commandé. Pour moi, c'est important parce que ça dénote le machiavélisme et puis l'absence d'humanité quelque part de la personne. Ils ont commandé une bière à un croque-monsieur. Et puis ils passent à l'étape suivante de leur plan. Ils vont rédiger une lettre, la fameuse demande de rançon qui sera envoyée aux parents de Caroline. Et il va mouiller le timbre-poste pour affranchir la lettre avec la buée de la bière pression qu'il est en train de boire, pour éviter de laisser son ADN. Et donc tous ces petits détails montrent à quel point on a quelqu'un qui a un raisonnement froid, machiavélique. Le seul sentiment qu'on ressent, c'est cette fierté d'avoir réussi à monter cette opération. C'est quand même ce qui fait froid dans le dos. Reste une question de taille. Pourquoi les deux hommes ont-ils mis en place ce guet-apens et organisé cette demande de rançon? Ce million de francs leur aurait servi à acheter un château pour y loger leur famille. Alors on a su que c'était une famille décomposée, recomposée. Voilà le but recherché à travers cet assassinat atroce. Sébastien Choderlos avait été en prison pour une escroquerie au notaire. Donc il est resté sur ce schéma, les notaires ont de l'argent. Le père de Caroline a de l'argent, il va nous remettre la rançon. Caroline a été choisie manifestement parce qu'elle avait le malheur, entre guillemets, d'être la fille du notaire de Douai. Et dans l'esprit des auteurs, nécessairement, on devait avoir beaucoup d'argent disponible du jour au lendemain. C'est un raisonnement aussi primaire que ça. Au terme de leur garde à vue, Jérôme Lucas et Sébastien Choderlos sont mis en examen pour assassinat et séquestration et placés en détention provisoire. 11 jours et 10 heures auront été nécessaires aux policiers français et belges pour résoudre cette affaire. Une affaire qui a durablement marqué les esprits. C'est une affaire qui aura marqué tout le monde, tellement elle est sordide. L'enjeu est de taille, hein. C'est résoudre une affaire criminelle, mais c'est surtout sauver une personne humaine. Et voilà, moi j'ai vu que des photos de Caroline Le Gentil, mais son visage, je ne l'oublierai jamais. Le jeudi 15 novembre 2001, Jérôme Lucas et Sébastien Choderlos sont condamnés à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Nord. Ni l'un ni l'autre ne font appel de la décision. Les deux hommes ont été libérés en janvier et février 2013, 15 ans après les faits et 1 an après le décès du père de Caroline Le Gentil. Dans les années 1990, en Ukraine, une série d'événements commence à troubler profondément les autorités. Dans différentes régions, des familles entières sont retrouvées sans vie dans leurs maisons, souvent dans des contextes similaires. Les lieux ne montrent pas de désordre apparent lié à un conflit extérieur. Les accès ne sont pas forcément forcés. Et surtout, aucun lien évident ne relie immédiatement ces situations entre elles. Au départ, chaque cas est traité séparément. Une tragédie familiale ici, un acte isolé là. Mais à mesure que les faits s'accumulent, un schéma commence à apparaître. Des points communs, discrets mais récurrents. Une manière d'entrer, une manière d'agir, une manière de repartir. Les enquêteurs comprennent alors qu'ils ne sont pas face à des événements indépendants, mais à une série. Au centre de cette série se trouve un homme, Anatoly Onoprienko. Un individu qui va devenir l'un des cas les plus marquants de l'histoire criminelle en Europe de l'Est. Anatoly Onoprienko naît en 1959 dans une Union soviétique encore structurée, mais où certaines trajectoires individuelles restent profondément fragiles. Très tôt, son environnement familial se désorganise.
la perte de sa mère et l'éloignement de son père entraînent une rupture précoce dans sa construction. Il est placé dans un orphelinat, un cadre où les relations sont impersonnelles, où les repères affectifs sont limités, et où la stabilité émotionnelle est difficile à construire. Cette enfance joue un rôle central dans son développement. Il grandit sans véritable ancrage, sans figure stable, évoluant dans un environnement où il doit s'adapter en permanence. Cela façonne une personnalité marquée par une forme de détachement, une difficulté à établir des liens durables et une tendance à l'isolement. À l'âge adulte, il tente de s'insérer dans la société. Il suit une formation, travaille, notamment dans le domaine maritime. Pendant un temps, il mène une vie relativement structurée, avec des déplacements, des activités professionnelles, une certaine stabilité apparente. Mais cette stabilité reste fragile. Elle repose davantage sur un cadre extérieur que sur une construction intérieure solide. Au fil du temps, des signes de désorganisation apparaissent. Il change de direction, quitte certains environnements, se retrouve à voyager, parfois sans objectif clair. Il développe une relation particulière au monde qui l'entoure, faite d'observation, de distance et d'une perception de plus en plus détachée des autres. Ce qui rend son profil difficile à anticiper, c'est cette capacité à fonctionner normalement en apparence. Il peut travailler, interagir, se déplacer, sans attirer d'attention particulière. Il ne correspond pas immédiatement à un profil identifiable. Il évolue dans une zone intermédiaire, entre intégration et isolement. Mais derrière cette apparente normalité, une autre dynamique commence à se mettre en place. Progressivement. Sans rupture visible. Jusqu'à ce qu'elle se traduise par une série d'actes que personne n'avait anticipés. À partir du milieu des années 1990, l'activité de Anatoly Onoprienko entre dans une phase active, marquée par une répétition qui, au départ, échappe totalement à une lecture globale. Les premiers cas sont traités isolément. Dans une Ukraine en pleine transition après la chute de l'Union soviétique, les institutions sont fragilisées, les moyens limités, et la coordination entre régions reste imparfaite. Ce contexte joue un rôle déterminant, il permet à une série d'événements liés de rester fragmentés, sans être immédiatement reconnus comme tels. Le mode opératoire d'Onoprienko repose sur une combinaison de simplicité et de contrôle. Il cible des habitations individuelles, souvent situées dans des zones rurales ou en périphérie, où la visibilité est réduite et les interventions extérieures moins fréquentes. Il observe, choisit, puis agit dans des moments où le risque d'interruption est minimal. L'entrée dans les lieux ne repose pas nécessairement sur une confrontation directe. Elle peut être discrète, opportuniste, adaptée aux circonstances. Une fois à l'intérieur, il contrôle la situation rapidement, limitant toute possibilité de réaction. Ce qui marque dans son fonctionnement, c'est la systématisation. Chaque événement suit une logique similaire, même si certains détails évoluent avec le temps. Il ne s'agit pas d'actions impulsives, mais d'un processus répété, ajusté, presque mécanique. Cette répétition crée un schéma reconnaissable, mais seulement une fois les faits mis en relation, ce qui prend du temps dans le contexte de l'époque. Un autre élément central est la gestion des traces. Onoprienko ne laisse pas de signature évidente, pas de message, pas de revendication. Il ne cherche pas à être identifié, ni à communiquer. Cette absence d'expression rend l'analyse plus complexe. Les enquêteurs disposent de faits, mais peu d'indices sur les motivations ou la logique interne. Cela ralentit la compréhension globale et empêche une identification rapide d'un profil précis. Parallèlement, il maintient une mobilité importante. Il se déplace, change de zone, et évite de rester trop longtemps au même endroit. Cette mobilité renforce la dispersion des cas et complique leur mise en relation. Chaque région traite ses propres événements, sans toujours disposer des informations nécessaires pour établir un lien avec d'autres affaires similaires. Au fil des mois, cependant, l'accumulation devient trop importante pour être ignorée. Les similitudes apparaissent plus clairement, des lieux, des contextes, une manière d'agir. Les autorités commencent à envisager l'existence d'un auteur unique. Cette prise de conscience marque un tournant, mais elle intervient tardivement, après plusieurs épisodes déjà survenus. À partir de ce moment, les enquêtes se coordonnent davantage.
Les informations circulent, les dossiers sont comparés, les schémas analysés. Un profil commence à émerger, encore flou, mais suffisamment précis pour orienter les recherches. Pendant ce temps, Onoprienko continue. Avec la même méthode. La même discrétion. La même capacité à apparaître, puis disparaître. Jusqu'à ce que les éléments convergent enfin vers lui. À la fin des années 1990, après une série d'événements qui ont progressivement révélé un schéma commun, les autorités ukrainiennes intensifient leurs efforts pour identifier l'auteur. Ce qui était au départ une succession de cas isolés est désormais perçu comme une série structurée, et cette prise de conscience change radicalement la manière de mener l'enquête. Les informations commencent à être centralisées, les dossiers comparés, les similitudes analysées avec plus de précision. Un profil émerge lentement, encore imparfait, mais suffisant pour orienter les recherches vers un individu mobile, discret, capable de s'adapter à différents environnements sans attirer l'attention. Dans ce contexte, le nom de Anatoly Onoprienko apparaît progressivement dans les investigations. Ce n'est pas une identification immédiate, mais le résultat d'un croisement d'indices, de témoignages et d'éléments matériels. Des objets retrouvés, des descriptions, des déplacements, chaque détail pris isolément reste insuffisant, mais leur accumulation commence à former un ensemble cohérent. Un élément déterminant dans l'enquête est la découverte de preuves matérielles reliant directement Onoprienko à certains lieux. Ces éléments permettent de passer d'une suspicion à une certitude opérationnelle. À partir de là, les autorités peuvent agir de manière plus ciblée. La surveillance s'intensifie, les déplacements sont analysés, les contacts examinés. L'arrestation intervient en 1996, marquant un tournant majeur dans l'affaire. Contrairement à certaines situations où l'interpellation est le résultat d'une confrontation directe ou d'un événement imprévu, ici, elle s'inscrit dans une logique d'enquête progressive, où les éléments ont été rassemblés jusqu'à atteindre un seuil suffisant pour intervenir. Onoprienko est arrêté sans résistance majeure, ce qui surprend en partie les enquêteurs. Les interrogatoires qui suivent vont rapidement confirmer l'ampleur de l'affaire. Face aux autorités, il parle. Ces déclarations sont détaillées, structurées, et permettent de relier entre eux des événements qui, jusque-là, restaient partiellement séparés. Les enquêteurs comprennent alors qu'ils n'avaient identifié qu'une partie de la réalité. Les faits s'étendent sur une période plus longue, avec un nombre de cas plus important que ceux qui avaient été initialement établis. Ce qui marque dans ces aveux, c'est leur précision. Il décrit les lieux, les contextes, les déplacements, avec une mémoire qui semble intacte. Cette capacité à restituer les événements renforce la cohérence du dossier, mais elle crée aussi un contraste avec l'absence d'émotion apparente. Il ne cherche pas à minimiser, ni à se justifier de manière classique. Il expose les faits, presque comme une succession d'actions détachées. Grâce à ces déclarations, les enquêteurs peuvent confirmer des liens, identifier des lieux, compléter la chronologie. L'affaire prend alors une dimension nationale, puis internationale. Les médias relaient les informations, le public découvre progressivement l'ampleur de ce qui s'est produit pendant plusieurs années. Mais même avec cette arrestation, certaines questions subsistent. Les motivations exactes, la logique interne, les raisons profondes de cette série restent difficiles à définir clairement. Les faits sont établis, mais leur compréhension reste partielle. Une chose, en revanche, est désormais certaine. La série est terminée. L'homme recherché est identifié. Et la réalité, jusque-là fragmentée, commence enfin à prendre une forme complète. Après l'arrestation de Anatoly Onoprienko, l'affaire entre dans une phase décisive, celle de la confrontation judiciaire. Mais contrairement à certaines procédures où le doute persiste, ici, les éléments accumulés pendant l'enquête, combinés aux aveux détaillés de l'accusé, donnent rapidement au dossier une structure solide. Le procès ne va pas seulement servir à établir la culpabilité, mais à organiser, clarifier et exposer une réalité déjà en grande partie confirmée. Dès l'ouverture des audiences, l'attention est maximale. L'affaire a dépassé le cadre local pour devenir un sujet national. Les médias suivent chaque étape, les témoignages sont relayés, les déclarations analysées. L'opinion publique découvre progressivement l'ampleur des faits, non plus sous forme d'informations fragmentées,
mais comme un ensemble cohérent, construit sur plusieurs années. Au cœur du procès, les aveux d'Onoprienko occupent une place centrale. Contrairement à d'autres accusés qui contestent ou minimisent, ils confirment une grande partie des faits. Ces déclarations permettent de relier les événements entre eux, de préciser les lieux, de compléter les chronologies. Cette coopération relative facilite le travail judiciaire, mais elle renforce aussi l'impact de l'affaire. Chaque détail ajouté vient confirmer que la série était plus étendue, plus structurée, que ce qui avait été initialement perçu. Ce qui frappe les observateurs, c'est le contraste entre la précision de ses récits et son attitude. Il ne manifeste pas de réaction émotionnelle visible, ne cherche pas à se positionner comme victime de circonstances, ni à construire une justification classique. Il décrit, explique, détaille, avec une forme de détachement qui rend l'ensemble encore plus difficile à appréhender. Cette posture alimente les analyses, les tentatives de compréhension, sans pour autant apporter de réponse claire sur ses motivations profondes. Les témoignages des enquêteurs viennent compléter ce tableau. Ils décrivent la complexité de l'enquête, les difficultés liées à la dispersion des cas, le temps nécessaire pour établir des connexions entre des événements initialement considérés comme indépendants. Ils expliquent comment le contexte de l'époque, marqué par des transitions politiques et institutionnelles, a contribué à ralentir l'identification d'un schéma global. Le procès met également en lumière l'impact sur les victimes et leurs proches. Derrière les faits, il y a des vies, des familles, des histoires interrompues. Cette dimension humaine, parfois moins visible dans les premières phases de l'enquête, prend ici toute sa place. Elle rappelle que l'affaire ne se limite pas à une série d'événements, mais qu'elle s'inscrit dans une réalité sociale plus large. Le verdict intervient après un examen approfondi du dossier. Anatoly Onoprienko est reconnu coupable et condamné à la peine maximale applicable dans le contexte judiciaire ukrainien de l'époque. Cette décision marque une forme de conclusion judiciaire, une réponse institutionnelle à une série qui avait profondément marqué le pays. Mais comme souvent dans ce type d'affaires, le verdict ne met pas fin aux questions. Si la culpabilité est établie, si la chronologie est en grande partie reconstruite, les motivations restent difficiles à cerner complètement. Pourquoi cette répétition ? Pourquoi ces choix ? Pourquoi cette évolution dans le temps ? Autant de questions qui continuent d'alimenter les analyses, bien au-delà du cadre du procès. L'impact sur la société est immédiat et durable. L'affaire modifie la perception du danger, montre que certaines réalités peuvent se développer sans être immédiatement identifiées, et met en évidence les limites des systèmes d'enquête face à des situations fragmentées. Elle devient une référence, un point de bascule dans la manière d'aborder ce type de série. Le procès a apporté des réponses. Mais il a aussi laissé des zones d'ombre. Et ces zones vont continuer d'exister. Même après la fin officielle de l'affaire. Une fois le procès terminé et la condamnation prononcée, l'affaire Anatoly Onoprienko entre dans une phase différente, plus silencieuse mais tout aussi importante, celle de l'analyse, de la mémoire et des tentatives de compréhension. Sur le plan judiciaire, tout est désormais fixé. Les faits sont établis, la responsabilité est reconnue, la série est arrêtée. Mais au-delà de cette clôture officielle, une autre question persiste, plus complexe: comment une telle trajectoire a-t-elle pu se construire et se développer sur une durée aussi longue sans être immédiatement identifiée ? Avec le recul, les enquêteurs et les analystes reviennent sur les premières années de l'affaire. Ils observent les signes qui existaient, les similitudes entre les cas, les éléments qui, pris séparément, semblaient insignifiants mais qui, une fois réunis, dessinent un schéma clair. Cette relecture met en évidence les limites d'un système confronté à des événements dispersés, dans un contexte où les ressources étaient limitées et les structures encore en transition. L'affaire devient alors un cas d'étude, utilisé pour améliorer les méthodes d'investigation, renforcer la coordination entre services et mieux identifier les séries dès leur première manifestation. Sur le plan humain, l'impact reste profond. Les familles des victimes, longtemps confrontées à l'incertitude, obtiennent enfin des réponses, mais ces réponses ne suffisent pas toujours à apaiser. Savoir ne signifie pas forcément comprendre, et comprendre ne signifie pas forcément accepter. L'affaire laisse une trace durable dans les communautés concernées, une mémoire collective marquée par la brutalité et la répétition des événements. Du côté d'Onoprienko,
son profil continue d'être analysé. Son parcours, son enfance, son isolement, ses choix, tout est examiné dans le but de trouver une logique, une explication cohérente. Mais comme souvent dans ce type de cas, aucune réponse unique ne s'impose. Les facteurs sont multiples, imbriqués, difficiles à hiérarchiser. Cette complexité empêche toute simplification, toute conclusion définitive. Avec le temps, l'affaire dépasse le cadre national pour devenir une référence plus large. Elle est étudiée, comparée, intégrée dans une réflexion plus globale sur les séries criminelles, leur détection et leur compréhension. Elle rappelle que certaines réalités peuvent se développer progressivement, sans rupture visible, et que leur identification dépend souvent de la capacité à relier des éléments dispersés. L'histoire de Anatoly Onoprienko semble, en apparence, avoir une fin claire. Un homme identifié, arrêté, jugé, condamné. Une série interrompue. Une vérité établie. Tout ce qui, dans une affaire classique, permet de refermer le dossier est présent. Et pourtant, malgré cette conclusion nette, quelque chose persiste, une impression plus difficile à effacer, liée non pas à ce qui s'est passé, mais au temps qu'il a fallu pour le comprendre. Car pendant des mois, voire des années, les éléments existaient déjà. Les faits étaient là, dispersés dans différentes régions, traités séparément, analysés sans être reliés. Chaque événement avait sa logique locale, sa propre explication, son propre contexte. Rien ne semblait indiquer immédiatement qu'il faisait partie d'un ensemble plus large. Et c'est précisément cette fragmentation qui a permis à la série de se poursuivre. Ce qui marque profondément dans cette affaire, ce n'est pas seulement sa violence ou son ampleur, mais cette capacité à exister dans les interstices du système. Entre les dossiers, entre les régions, entre les analyses. Une série qui ne se cache pas vraiment, mais qui ne se montre pas non plus, parce qu'elle n'est jamais vue dans sa globalité. Même après l'arrestation, même après les aveux, cette idée reste. Celle d'une réalité visible, mais non perçue à temps. Une accumulation de signes qui n'ont pris sens qu'une fois réunis, une fois replacés dans une même chronologie, une même logique. Au fond, l'affaire Onoprienko ne laisse pas seulement une trace judiciaire. Elle laisse une leçon. Que certaines vérités ne sont pas invisibles. Elles sont simplement incomplètes.